Préparons demain, c'est votre podcast grand angle sur l'efficacité énergétique et la décarbonation. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Préparons demain. Si vous habitez dans un appartement et profitez d'un chauffage collectif, vous avez peut-être remarqué que celui-ci s'est déjà rallumé. Le chauffage représente l'un des postes les plus gourmands en énergie et en dépenses. Selon l'ADEME, il constituait 65% de la consommation énergétique des bâtiments résidentiels en 2023 et dans le secteur tertiaire, jusqu'à la moitié de l'énergie consommée sert à chauffer les locaux. Alors, dans un contexte où les prix de l'énergie restent élevés et où la transition énergétique est une priorité, optimiser le chauffage collectif devient un enjeu stratégique. Mais il ne s'agit pas seulement de réduire les coûts, il faut également garantir le confort des occupants et réduire l'empreinte carbone, que ce soit dans les logements ou dans les bâtiments tertiaires, notamment les bureaux. Optimiser une chaufferie collective ne se limite pas à allumer ou éteindre une chaudière. Il s'agit plutôt de piloter finement les installations, de gérer le mix énergétique et de suivre la consommation en temps réel, pour maximiser son efficacité et réduire son impact environnemental. Mais alors, comment piloter efficacement ces installations pour allier confort, performance et économie ? Et est-il possible de réduire le coût des travaux de modernisation ? Eh bien, pour répondre à toutes ces questions, j'accueille aujourd'hui au micro de Préparons demain Daniel Salomon, qui est directeur commercial Habitat Privé chez Engie Solutions. Eh bien, bonjour Daniel, bienvenue au micro de Préparons demain. Bonjour Aurélie, merci pour ton invitation. Aujourd'hui, on va parler chauffage, on arrive en hiver, il commence à faire un petit peu froid, donc ça va être notre sujet du jour. Est-ce que tu es prêt pour que je commence avec ma première question ? Avec plaisir. Allez. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on entend exactement par chauffage collectif dans les bâtiments aujourd'hui ? Bien sûr. Donc, le chauffage collectif désigne un système où la production de chaleur est centralisée pour plusieurs logements ou unités d'un même bâtiment. Alors, quelques points clés pour bien comprendre ce fonctionnement. Donc, le principe général, c'est d'avoir une chaufferie centrale qui est souvent située dans les sous-sols des bâtiments, des résidences ou dans un local technique et qui produit de la chaleur. Cette chaleur ensuite est distribuée via un réseau hydraulique, donc d'eau chaude, ou parfois via de la vapeur vers des radiateurs ou des planchers chauffants qui sont situés à l'intérieur des logements. L'énergie utilisée est généralement du gaz naturel, mais peut-être également du fioul, ou alors délivrée par un réseau de chaleur urbain. C'est de l'eau qui circule dans les radiateurs et non pas du gaz ou du fioul comme on pourrait le penser de temps en temps. Alors, les caractéristiques principales donc d'une chaufferie collective, c'est la mutualisation des équipements. Donc, c'est une seule installation pour plusieurs logements, ce qui permet des économies d'échelle et une optimisation des coûts. On associe aussi donc à ces installations un contrat d'exploitation qui est confié à un prestataire et qui réalise à minima la conduite et l'entretien des courants des installations avec des purges, des réglages, des ramonages, des dépannages également, si cela est prévu, et même la garantie du matériel de tous les équipements installés donc en chaufferie, c'est-à-dire le remplacement des matériels défectueux. À cela, on peut également ajouter une prestation d'engagement de performance énergétique. Une autre caractéristique principale du chauffage collectif, c'est la répartition des charges, puisque les frais de chauffage sont répartis entre les occupants, donc soit au tantième, soit au millième, soit, et on le verra un petit peu plus tard peut-être, avec l'installation de répartiteurs individuels, de répartiteurs de frais de chauffage. Ce qui est également important, c'est d'avoir aussi une régulation qui permet de gérer la température globale pour tous les appartements. Donc les avantages sont donc multiples, une meilleure maîtrise des coûts, d'abord parce qu'on achète de manière plus importante, on achète en volume de l'énergie, une maintenance centralisée et pas d'équipement individuel et donc des gains de place. Bon, à contrario, on a sans doute un petit peu moins de flexibilité qu'un chauffage individuel et on doit sans doute respecter aussi des obligations réglementaires, des conformités, notamment suivant les puissances installées, des contrôles, des notions d'équilibrage, etc., un certain nombre de prestations connexes. Alors justement, tu viens de parler de chauffage individuel. Selon toi, quels sont les principaux avantages et inconvénients du chauffage collectif en termes justement de confort, de performance énergétique et de coût ? Les avantages du chauffage collectif sont multiples. Donc, en matière de confort, c'est une température généralement plus stable dans les logements, puisqu'on peut homogénéiser ces températures à la fois pièce par pièce et puis étage par étage. Il n'y a pas de gestion individuelle donc des équipements et une astreinte aussi 24 heures sur 24
qui est souvent mis en place par l'intermédiaire d'un contrat d'exploitation. Et surtout en matière de performance énergétique, c'est-à-dire qu'on a des rendements qui sont bien meilleurs grâce à des chaudières plus puissantes et bien entretenues, et une optimisation centralisée avec des sondes de température qui permettent de moduler la température en fonction de la température extérieure, et puis surtout aussi une mutualisation des systèmes, donc à la fois de traitement d'eau ou d'équilibrage, et donc beaucoup moins de pertes. Mais surtout en termes de coûts, c'est un investissement initial qui est réparti entre plusieurs propriétaires, donc copropriétaires, donc ce qui diminue le reste à charge individuel, des contrats aussi qui sont forfaitaires et donc à moindre coût, et puis des achats d'énergie en volume bien plus importants qui permettent d'optimiser donc les charges. Et on peut mettre également des systèmes d'intéressement incitatifs aux économies d'énergie pour encourager donc les copropriétaires à faire des économies, donc une maîtrise des charges. Alors sinon, quelques inconvénients quand même sur le chauffage collectif. Sans doute un peu moins de flexibilité, parce qu'une fois que la température est réglée, elle est distribuée par tout le monde, même si on arrive à régler avec les robinets, mais voilà, un peu moins de flexibilité. Un peu moins de flexibilité aussi sur la période de chauffage, parce que la date d'allumage et la date d'arrêt sont décidées de manière collégiale. Donc de temps en temps, il y en a qui veulent allumer plus tard et couper le chauffage plus tôt. Bon, voilà, donc et puis voilà, donc surtout ça. Et si le réseau est mal équilibré ou encrassé, à ce moment-là, il peut y avoir des surconsommations. Donc voilà pour le chauffage collectif. Très bien. Alors chez Engie Solutions, vous accompagnez du coup de nombreux bâtiments résidentiels, comme tu viens de le dire, mais aussi des bâtiments tertiaires dans la décarbonation de leurs installations de chauffage. D'après toi, pourquoi le chauffage collectif, il occupe aujourd'hui une place aussi importante dans la transition énergétique ? Alors, le chauffage collectif joue un rôle clé dans la transition énergétique pour plusieurs raisons stratégiques. D'abord, l'importance du chauffage collectif donc, dans les résidences. Ensuite, une réduction massive des émissions de CO2. Donc le secteur résidentiel tertiaire représente près de 20% des émissions de gaz à effet de serre en France et environ 45% de la consommation finale d'énergie. Donc en centralisant la production de chaleur, il devient possible de remplacer ces énergies fossiles par des sources renouvelables, de la biomasse, de la géothermie, du solaire ou de la valorisation de la chaleur fatale avec des usines ou des industries. De plus, la mutualisation et l'efficacité énergétique, les systèmes donc collectifs permettent d'optimiser les rendements des équipements, des chaudières, et de réduire les pertes par rapport à des milliers d'installations individuelles où chacun fait un petit peu ce qu'il veut. Et puis, une mutualisation aussi qui facilite la gestion intelligente, donc ce qui améliore la performance énergétique globale. Alors en plus, l'intégration des énergies non renouvelables et locales, donc des réseaux de chaleur qui sont conçus pour intégrer des solutions décarbonées, donc bien plus efficaces, de la biomasse, du bois, des granulés, de la géothermie profonde, sur nappe ou sur sonde, ou alors de la chaleur de récupération à partir d'usines d'incinération. Une sécurité énergétique également, avec une stabilité des coûts, en réduisant la dépendance aux énergies fossiles. Donc on va encourager la maîtrise des charges et ça renforce l'autonomie énergétique avec une stabilité tarifaire qui est un petit peu plus importante. Donc en résumé, le chauffage collectif est un levier majeur pour la décarbonation des bâtiments car il permet une transition rapide vers des énergies renouvelables, une réduction des coûts et des émissions et une meilleure résilience énergétique. Et alors concrètement, c'est quoi les principaux modes de production de chaleur qu'on retrouve dans ces chaufferies collectives aujourd'hui ? Alors, tout d'abord, les chaudières au gaz naturel, c'est le plus courant, c'est le plus répandu. Donc le principe, c'est une combustion de gaz pour chauffer l'eau. L'avantage, c'est des coûts compétitifs, soit en cas de conflits internationaux comme on a pu avoir ces dernières années, mais une maîtrise quand même du coût. Et puis surtout les installations qu'on connaît parfaitement, avec des chaudières à condensation, avec des rendements très performants, même supérieurs à 100% de temps en temps. Également donc des réseaux de chaleur urbains, donc c'est la chaleur est produite à partir d'une chaufferie centralisée, donc on l'a vu, soit d'incinération, soit de biomasse, soit de géothermie, et qui est distribuée via un réseau avec des sous-stations dans chaque pied d'immeuble. L'avantage, c'est une faible empreinte carbone si c'est alimenté par des énergies renouvelables. Voilà, donc chaudière gaz, réseau de chaleur, biomasse, là aussi, combustion de bois ou de dérivés. Voilà, une énergie renouvelable, souvent subventionnée, mais bon, la contrainte, c'est qu'on a besoin sans doute de stockage. Et les systèmes de pompe à chaleur qui arrivent maintenant de manière très dynamique, associés à une solution hybride. Le principe, c'est de récupérer les calories qui sont dans l'air, l'eau ou le sol, pour chauffer l'eau.
L'avantage, c'est qu'on a des très bons rendements, ce qu'on appelle des coefficients de performance, qui sont compatibles avec la décarbonation. Et par contre, on est dépendant de l'électricité. On a également donc du solaire thermique, de manière assez connue, qui commence un peu à se lancer. Et enfin la géothermie, donc qui peut être profonde au degré, c'est-à-dire à 1800 mètres. On va récupérer donc la chaleur des nappes à 1800 mètres, ou alors à 200 mètres, ou alors sur sonde en récupérant la chaleur de la Terre. Il est à noter que par exemple en Île-de-France, le sous-sol est très performant là-dessus et très favorable à cette source d'énergie. Alors, j'ai vu que chez Engie Solutions, vous proposez la solution Choc à vos clients. J'aime bien le nom, ça donne envie d'en savoir plus. Est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce qu'est cette solution? Est-ce que ça change concrètement de la façon de piloter une chaufferie? En effet, donc Engie Solutions a développé cette solution, l'offre Choc. Nous proposons des solutions calibrées hybrides à objectif de décarbonation. Donc c'est une approche globale sur les installations énergétiques pour leur rénovation et leur exploitation avec un engagement de résultat. Pour réduire les consommations énergétiques et les émissions de CO2, nous poussons donc cette solution et nous agissons sur 3 leviers. Premièrement, sur la sobriété, donc nous accompagnons nos clients pour adapter les usages et optimiser donc les besoins énergétiques. L'efficacité, nous installons des équipements plus économes et les pilotons pour maximiser leur performance. Et enfin, nous verdissons, nous réduisons notre utilisation des énergies fossiles. Nos solutions sont donc basées sur 3 axes, les géothermies de surface, des pompes à chaleur RO ou des chaudières à granulés ou à plaquettes en conteneur. Ces solutions sont bas carbone, renouvelables avec un appoint gaz. C'est pour ça que nous parlons d'hybridation. J'allais y venir. Pourquoi on parle de chaufferie hybride justement? Et comment on détermine le bon mix entre les différentes sources de chaleur dans une installation? Alors, une chaufferie hybride est une installation qui combine plusieurs sources d'énergie pour produire la chaleur nécessaire au chauffage, parfois à l'eau chaude sanitaire. Donc, l'objectif est d'optimiser la performance, le coût et l'impact environnemental. Alors pourquoi hybride? Parce que c'est une diversification énergétique. On ne dépend pas que d'une seule énergie, donc par exemple gaz, pompe à chaleur, géothermie, solaire thermique. C'est flexible car chaque source est utilisée selon ses avantages, le rendement, le coût, la disponibilité, réduction des émissions, l'intégration d'énergies renouvelables et la sécurité d'approvisionnement. En cas de panne ou de tension sur une filière, l'autre prend le relais. Donc quelques exemples de mix énergétique. Une chaudière gaz associée à une pompe à chaleur, ou alors associée à une chaudière électrique. Une chaudière biomasse plus du gaz, du solaire thermique plus du gaz. Voilà. Alors comment on détermine le bon mixte? Cela repose sur une analyse technico-économique, donc suivant un profil de consommation, suivant la consommation donc des habitants, la caractéristique des énergies avec le rendement, le coût donc du mégawattheure, énergie plus la maintenance, et puis la disponibilité locale. Donc savoir est-ce qu'il y a du gaz, est-ce qu'il y a de l'électricité, est-ce que la biomasse. Bon, il y a des contraintes réglementaires et environnementales qu'il faut tenir compte, avec notamment des aides aussi qui peuvent être intéressantes, avec des éligibilités aux aides, certificats d'économie d'énergie, subventions. On fait le scénario de toutes ces simulations énergétiques, et puis également une stratégie d'exploitation, donc en intégrant des régulations intelligentes qui permettent de piloter les installations donc à distance en fonction de tous ces éléments. Et si aujourd'hui je te demandais les avantages de Choc, tu me répondrais quoi? Et autre question, à qui s'adresse cette solution? Parce que c'est intéressant aussi. Les avantages, j'en ai déjà un petit peu parlé, donc mix énergétique, solutions adaptées à chaque besoin, et ça s'adapte à tous les bâtiments. En fait, Engie Solutions donc porte ses études et fait au coup par coup, au cas par cas, donc suivant les installations, le dimensionnement et des installations. Ok. Alors peut-être qu'avec un exemple, ce sera plus parlant. Est-ce que tu pourrais nous en partager un pour qu'on visualise un peu mieux les gains typiques qu'un bâtiment justement peut obtenir en termes de consommation, de pilotage ou de bilan carbone? Est-ce que cette offre justement, elle est pour tous les bâtiments? Est-ce qu'ils peuvent tous faire des économies ou est-ce que c'est plutôt réservé à une typologie de bâtiment? Non, tous les bâtiments sont vraiment concernés et donc on propose ces solutions associées à un CPE, c'est un contrat de performance énergétique. Contrat de performance énergétique, chez Engie Solutions, on en a 3. Le premier qui s'adresse donc encore une fois à tous les types de bâtiments, qui sont des réglages, je dirais humains et de à faible investissement, des
des optimisations techniques des installations sans gros investissements, où on peut aller chercher 5 à 10% d'économie. Ensuite, la deuxième, c'est la modernisation des outils de production. Donc là, un peu plus d'investissement, qui peut entraîner jusqu'à 15 à 20% d'économie d'énergie. Souvent en grande partie autofinancé par des aides, par des subventions et par la diminution des consommations énergétiques. Enfin, le troisième levier est la rénovation du bâti. Et Engie Solutions s'est fortement positionné sur ce segment, car dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt lancé par l'ADEME, nous avons été lauréats donc, de ce projet Oreno, donc, avec un groupement, donc faire partie Artelia, qui est un gros bureau d'études. Et donc, nous sommes en mesure de déterminer les APE, les actions de performance énergétique par bâtiment, qui vont de l'isolation extérieure, de la modernisation des systèmes de ventilation, de l'étanchéité, bien sûr du remplacement des outils de production. Nous calculons donc les économies d'énergie associées, nous évidemment mettons en place les budgets concernés, et nous calculons le reste à charge individuel par copropriétaire ou pour l'ensemble du bâtiment en fonction des aides et subventions qui peuvent. Et bien sûr, nous garantissons dans la durée les économies d'énergie associées à ces profils. Et est-ce que du coup tu as un petit exemple chez un client à nous partager? Alors, sans forcément citer le client évidemment. Non, bien sûr, on a dernièrement, donc à Montrouge, sur une grosse copropriété de plus de 100 logements, donc on a garanti 40% d'économie d'énergie, donc où il y a eu des rénovations donc du bâti, le remplacement des fenêtres, modernisation des systèmes de ventilation et remplacement donc des outils de production. Donc c'était un budget de plus d'1 million d'euros où on a garanti 40% d'économie d'énergie. Eh bien, félicitations. C'est du beau travail. Est-ce que justement, chez un client, vous avez déjà rencontré des freins ou quelques difficultés justement pour qu'il passe d'une chaufferie traditionnelle à une solution plutôt hybride? Alors, pas réellement, encore une fois, chaque cas s'étudie. Il peut y avoir des contraintes effectivement plus logistiques. Par exemple, pour la biomasse, est-ce qu'un camion peut livrer, ou alors est-ce qu'il peut y avoir un conteneur, la disponibilité de surface. Pour les pompes à chaleur, on parle souvent de nuisances sonores, mais maintenant c'est maîtrisé. Voilà, le blocage se fait plus sur le principe de fonctionnement qui est encore un petit peu méconnu par beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de pédagogie qui reste à faire. Voilà, mais en tout cas, c'est passionnant. Mais alors la question qu'on se pose tous, c'est combien ça coûte? Et surtout, parce que ça a forcément un coût, est-ce qu'il existe des moyens pour diminuer les coûts de ces travaux? Alors, les investissements sont significatifs, ça c'est vrai, mais il y a beaucoup d'aides, beaucoup de subventions qui rendent ces projets très attractifs. Il y a des nouvelles fiches de certificats d'économie d'énergie avec des coups de pouce associés qui sortent actuellement sur les pompes à chaleur, sur les solutions de géothermie et qui permettent d'être comment dire, très très serein dans l'avenir à l'installation de ce genre d'équipement. Alors, si on se projette un petit peu, selon toi, à quoi vont ressembler des systèmes de chauffage collectif dans 5 ou 10 ans? Alors, j'ai choisi 5 ou 10 ans, ça peut être plus. Tu es un expert, tu me diras si les dates sont bonnes. Alors, écoutez, comme tous les experts, on ne sait pas grand-chose sur ce qui va se passer. C'est vrai, c'est vrai. Néanmoins, il va y avoir des modifications substantielles, effectivement. Il va y avoir des transformations majeures donc ces prochaines années sous l'effet de la transition énergétique, de la réglementation et des innovations technologiques, c'est clair. Donc, il va y avoir une décélération progressive des énergies fossiles. C'est clair que l'objectif de neutralité carbone en 2050 encourage cette disparition. La montée en puissance des énergies renouvelables avec des grandes tendances, les pompes à chaleur et puis les réseaux de chauffage urbain. Donc l'ADEME encourage le raccordement sur ces réseaux de chaleur urbains, alimentés par des solutions ENR, biomasse et géothermie. Et puis aussi, soyons ambitieux, de nouvelles solutions innovantes, hydrogène, valorisation des chaleurs fatales, donc sur des systèmes d'incinération. On observera également qu'on est très encouragé. Il y a une réglementation qui est toujours importante, je dirais oppressante, peut-être. On le voit même dans les appartements avec l'individualisation des foies de chauffage, des thermostats intelligents qu'on sera obligé d'installer à partir de 2027 pour réguler pièce par pièce. Des températures légales de confort qui vont à diminuer pour essayer d'encourager la diminution des consommations. Et puis surtout aussi une digitalisation et un pilotage intelligent plus poussé avec des capteurs, des IoT un peu partout qui permettent d'anticiper tout ça et de réduire les coûts et d'améliorer le confort.
Donc en résumé, dans 10 ans, le chauffage collectif sera bas carbone, connecté, mutualisé et piloté intelligemment, avec une forte intégration de pompes à chaleur et de réseaux chaleur décarbonés, et également des solutions hybrides associées bien sûr. Eh bien, merci beaucoup Daniel. L'avenir nous le dira. Hein. Donc on est arrivé à la fin de ce podcast. J'ai une petite dernière question à te poser. Qu'est-ce que tu aimerais adresser comme message à ceux et celles qui réfléchissent aujourd'hui à moderniser leur chaufferie collective? Bien, je voudrais d'abord te remercier et puis confirmer qu'Engie Solutions donc, est le partenaire idéal pour accompagner ses clients dans leur transition énergétique en recherchant les meilleures solutions de décarbonation et de performance énergétique. Alors, nos experts techniques, notre bureau d'études sont à disposition pour réaliser toutes ces études et permettant d'alimenter vos réflexions. Eh bien, merci beaucoup Daniel. Grâce à Daniel, nous avons vu qu'investir dans la modernisation ou l'hybridation d'une chaufferie collective est une démarche à la fois économique, opérationnelle et durable. Avec un pilotage intelligent et un mix énergétique optimisé, un bâtiment peut réduire sa consommation de chaleur d'au moins 15%, diminuer ses coûts d'exploitation et réduire significativement son empreinte carbone. Comme on a pu le voir, la solution Choc illustre parfaitement cette approche. Elle combine plusieurs sources de chaleur et permet un pilotage précis, maximisant l'efficacité énergétique tout en maintenant le confort des occupants. Et rappelez-vous, pour valoriser et réduire le coût de vos projets, vous pouvez vous appuyer sur les certificats d'économie d'énergie, les fameux C2E. Mais vous pouvez également bénéficier du coup de pouce chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires qui augmente le montant de la prime C2E et qui rend les rénovations énergétiques plus accessibles et rentables. Cette bonification est valable pour tous les projets achevés au plus tard le 31 décembre 2026, donc il vous reste encore quelques mois pour en profiter pleinement. Je mets en ressource de l'épisode le profil LinkedIn de Daniel, dans le cas où vous souhaiteriez échanger pour avoir un petit peu plus de détails sur la solution Choc proposée par Engie Solutions. Merci à tous de nous avoir écoutés et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Préparons demain. Si vous souhaitez en savoir plus ou écouter un autre de nos podcasts, rendez-vous sur certinergie.com. Tous ensemble, préparons demain.